Bienvenue à Hôtel Central. On est aujourd'hui avec Steven Lee Potvin, Julie Gauthier et Julien Munganga pour parler de ce que moi je préfère. La thune, l'oseille, le fric, bref, l'argent. Entre mes milliards en Suisse et au Panama, j'ai plusieurs problèmes de transition de liquidité. Donc, bref, pour parler de tout ça, j'ai hâte d'entendre ce que nos invités ont à dire sur la question de l'argent. N'ayez pas aucune crainte, on commence ça de façon très relaxe, avec une question simple. Quel est mon salaire? Quel est ton salaire annuel? Bien, c'est intéressant que tu poses la question, je ne m'y attendais pas du tout. En fait, parce que mon propre père m'a jamais dit son salaire. C'était ultra tabou chez moi, l'argent. C'est peut-être pour ça que j'ai développé pas un intérêt pour l'argent, mais un intérêt pour ces questions-là. Mais moi, en fait, je viens du milieu culturel. J'ai passé 15 ans de ma vie à travailler dans le milieu culturel où je faisais très peu d'argent. Et là, j'avais moins de difficultés à dire mon salaire. Maintenant, je suis à l'université, je suis agente de recherche. Les salaires sont plutôt vraiment mieux. Finalement, on se rend compte que les conditions dans le milieu culturel sont pas top. Mais tout de suite, on sent, puis tu l'as mis en lumière toi-même, on sent, mon père m'a jamais dit combien... Mon père non plus, d'ailleurs, j'ai aucune maudite idée de combien il faisait. Mais c'est pas évident pour tout le monde. Est-ce que, si je me tourne sur vous deux, est-ce que, mettons, je vous poserais d'emblée combien tu fais dans la vie, toi, ou combien tu fais dans la vie? C'est quelque chose auquel vous seriez à l'aise de répondre? Ou, Ben, pour moi aussi, c'est une question quand même tabou. C'est tabou, hein? Spécial. D'autant plus qu'on ne parle pas de son salaire, de l'argent qu'on fait. Mais c'est quand même assez tabou comme question. OK. Même chose pour toi, Steven? Ben moi, en fait, c'est pas que c'est tabou, c'est que je sais pas combien je fais annuellement. Parce que je suis dans un métier qui fait que j'ai pas une job stable. Donc, c'est d'une variance incroyable et insoupçonnée. Une année, on peut faire le gros lot, on décroche des publicités, des rôles notoires, puis l'année d'après, on tombe complètement dans l'oubli, puis on est là à attendre que le téléphone sonne. Donc, c'est pas que c'est tabou. Ça devient tabou entre nous aussi, tu sais, quand même... entre comédiens, parce que juste sur une production, même si on a des rôles égaux, c'est des agents, des fois, qui négocient les cachets, les salaires, et personne n'a le même cachet dans la production. Mais là, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire l'expérience, le nombre de lignes, si on joue au théâtre, etc. Mais il y a quand même quelque chose où c'est caché. Personne ne se dit vraiment le cachet qu'il fait. C'est bien rare que les comédiens, tous ensemble, font « OK, toi, tu fais combien cette production-ci? Pourquoi, moi, dans le fond, je fais 10$ de moins par représentation? » Puis l'agent est vraiment meilleur que le comédien en tant que tel pour négocier son propre salaire. Oui, parce que l'agent est décomplexé de ça. Nous, le comédien, on est né pour un petit pain. Mais l'agent d'artiste est décomplexé parce que c'est ça sa job. C'est justement d'ôter ce stress-là relié à l'argent puis de laisser, dans le fond, l'artiste s'exprimer dans le médium. Oh oui, on s'en souvient avec toute l'équipe. Là, ça a été un calvaire de négocier avec ton agent. Merci beaucoup. Mais non, c'est pas vrai. De ton côté, Julie, comment ce sujet-là t'affecte au quotidien? T'as dit que tu étais passé d'une situation peut-être un peu plus précaire à une situation qui était beaucoup plus à l'aise. Et comment ça a changé ta vie, finalement? Bien, l'argent est au cœur de ma job depuis toujours, que ce soit dans le milieu culturel ou dans le milieu universitaire, parce que je cherche de l'argent pour les autres, moi. C'est ça ma job. Ah oui? Je cherche des subventions pour les organismes, pour les artistes, quand j'étais dans le milieu culturel, puis maintenant, j'en cherche pour les profs qui font des projets de recherche. Il y a juste plus de zéro, clairement, dans le milieu de la recherche que dans le milieu culturel. Mais finalement, ma job, c'est de chercher de l'argent puis d'optimiser les ressources qu'on a. Est-ce que tu dirais que ça a affecté ton regard et ta façon de faire, ta relation avec l'argent personnellement, même à la maison? Oui, j'ai de la misère à savoir si c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est mon intérêt sur comment optimiser chacune de mes ressources chez moi qui fait que je fais ce travail-là, je pense, quand même bien. Mais oui, c'est sûr que c'est des vases communicants. Quand tu fais des demandes de subvention parce que j'en ai fait aussi pour moi comme artiste, scénariste, réalisatrice. Donc,
On dit souvent que je suis une quêteuse d'argent professionnelle. Fait que, Ah, t'as-tu développé des trucs au quotidien? oui, bien c'est sûr. Quand tu travailles pour un organisme culturel ou puis tu scannes l'ensemble des fournisseurs, des dépenses de fournisseurs, que tu négocies avec Hydro-Québec, que tu négocies, tu te rends compte rapidement que tout se négocie, qu'on paye tout trop cher si on prend pas le téléphone. Puis évidemment, mais OK. je pense que je suis moins bonne quand même personnellement chez Ah moi oui? qu'au travail. Là. Bien, en fait, deux choses. Donc, c'est vrai ce que tu dis là. T'as vraiment l'impression, en fait, que ça vaut quand même la peine de regarder ça de plus près, puis des fois de chialer un peu auprès de nos différents fournisseurs personnels ou d'où est-ce qu'on va Tout le temps. acheter nos trucs au quotidien, parce qu'il y aurait moyen, en fait, d'aller chercher des sommes d'argent qui, finalement, qu'on les a pas, là, finalement. C'est ça, le but, c'est pas d'être radin à l'extrême, c'est juste de, tu sais, il y a tout cet argent-là qui est pas négocié, finalement, pourrait servir à autre chose. Quand on travaille en culture, on sait à quel point $1, on analyse quoi faire avec ce dollar-là parce qu'on n'en a pas des masses. Là. C'est que notre argent soit bien investi. Si on n'appelle pas, bien, il y a peut-être sur notre compte d'hydro ou de téléphonie 50 pièces qui traînent, qui pourraient servir à autre chose. Ou il y aurait peut-être un meilleur forfait. ou il y a peut-être, Meilleure opportunité. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec 50 pièces que de le laisser traîner? Puis, est-ce que c'est la même réalité? Parce que ça, c'est dans plusieurs mondes. C'est pas tout d'être comédien, mais tu sais, il y a le financement du théâtre, il y a le financement de la publicité, le financement au cinéma. Comment on jongle avec ces données-là de financement dans ces milieux-là différents? Moi, c'est sûr que j'ai la chance de... Ben, j'ai la chance. J'ai la chance d'être uniquement un interprète, mais que le téléphone sonne pour l'instant. Tu sais, souvent, on entend un artiste dire ça, c'est ma job alimentaire. Tu sais. C'est drôle parce que l'argent se fait en périphérie de l'art, souvent, quand on est artiste. Tu sais. On fait quelque chose, mais l'argent, on va vraiment la chercher en périphérie, c'est-à-dire en travaillant dans un café, tu sais, en faisant de la publicité. Tu sais, évidemment, moi, j'ai pas étudié pour faire comédien de publicité McDonald's. Là. J'ai pas fait ça, mais ça arrive. Puis quand le chèque rentre, tu fais « Ah, ben c'est intéressant parce que ça me permet, après ça, de consacrer mes énergies puis le reste de mon attention à de la fiction, à quelque chose qui me passionne plus. Tu as mentionné quelque chose d'assez difficile, ou en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu vas dire là-dessus. Il y a un chef bien connu au Québec, Martin Junot, qui avait eu, honte, l'occasion de faire un burger pour McDo. Ouais. Es-tu un traître? Je suis un vendu. T'es un vendu, Ouais, hein? ouais. Là, en fait, c'est intéressant parce que rapidement, en sortant du conservatoire, j'ai eu cette réflexion-là. Je savais que j'allais être attiré dans le monde de la publicité aussi. Puis c'est quoi ma limite, tu sais? C'est quoi, comme en tant qu'interprète, justement, qu'est-ce que je peux me permettre de faire pour pas avoir l'air d'un traître ou un vendu? Est-ce que tu ferais des pubs pour des partis politiques? Ben? Oui, c'est ça. Ça pose vraiment un certain problème parce qu'à l'époque, j'avais une amie comédienne que je n'aimerais pas le parti politique, mais un parti politique qui était moins bien vu dans le milieu de la culture, disons, qui coupait un peu dans l'argent au niveau de la culture, puis est allée devant la caméra parler pour le parti. Là, ça, la ligne est mince parce que là, est-ce que c'est un personnage qu'elle fait ou c'est elle-même? Puis c'est là que j'ai eu, moi, mon raisonnement. Je me suis dit, tant qu'on m'appelle pour faire des publicités où je suis un personnage de fiction dans une situation et que si je dis non, bien, ils vont prendre quelqu'un d'autre, puis aussi simple que ça, merci, bonsoir. Mais ça me dérange moins. Ça, c'est ma limite. Et quand je disais que le portefeuille est attaché au cœur, c'est d'autant plus vrai dans ta situation, Julien. J'aimerais ça que tu me parles de ta relation avec l'argent, mais justement au niveau social. Premièrement, t'es originaire, t'es pas originaire du Québec. Moi, je suis originaire d'Afrique, plus précisément de la République démocratique du Congo. OK, parfait. C'est ça. Puis, dans le fond, les valeurs avec lesquelles tu as grandi sont probablement fort différentes des valeurs que tu rencontres à tous les jours ici. Effectivement. On parlait un peu tantôt, tu disais que l'argent que tu vas mériter par ton travail, Oui. toi, il t'appartient pas juste à toi, cet argent-là. Tu es redevable en quelque sorte à des gens qui t'ont aidé, qui t'ont... Comment ça fonctionne exactement? Effectivement, c'est ça. Je travaille pour gagner de l'argent. Et comme je te l'ai dit, cet argent, ce n'est pas seulement pour moi-même ou bien subvenir à mes besoins, c'est aussi subvenir aux besoins des miens, des autres. Donc, en gagnant l'argent, si je sais qu'il y a une personne qui est en difficulté, je ne peux pas croiser les bras et ne rien faire. Hein. Donc, je gagne pour moi et je pense aussi à l'autre. Hein. Puis l'autre, c'est qui? C'est ça. L'autre dont j'évoque, c'est l'autre de ma famille surtout.
Parce que, vois-tu, on pense pour soi-même, mais on pense aussi pour la communauté. OK. Ouais. Fait que dans le fond, Et c'est fort, ça. ces gens-là dont tu parles, est-ce que c'est des gens qui sont ici avec toi au Canada ou qui sont en République démocratique du Surtout Congo? des gens qui sont restés en dehors du pays. OK. Tu vois. S'il y a une quelconque difficulté qu'ils ne peuvent pas affronter et qu'ils ont besoin de mon aide, financièrement parlant, je ne peux pas rester et croiser les bras. C'est ça, c'est mes valeurs propres, mais c'est aussi les valeurs que j'ai rencontrées quand je parle aussi avec d'autres personnes qui viennent d'Afrique, plus précisément. Il me semble que c'est une valeur fondamentalement africaine. On pense pour soi, mais aussi on pense pour les autres. Incroyable. Les autres en parlant de la famille, des membres de la famille. L'argent, moi, te le dire, c'est une des pires affaires qu'on a inventées. On est là, nous autres, avec nos petits billets de papier à s'acheter des affaires. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a des hommes qui sont riches pendant qu'il y en a qui en ont pas. Tu sais, quand t'es rendu à ta 4e Lamborghini, tu peux t'en revenir, moi? Donne-en une. Je dis, pas tout le monde qui a besoin des Lamborghini. Où c'est que t'as besoin d'aller vite à ce point-là? Vite tout le temps, plus fort. Lâche-nous. Prends ton argent. Donne-le à du monde qui en ont besoin. Sac-nous patience. Ou je sais pas. Paye-toi une fusée, va coloniser l'espace. Là. On n'a plus besoin de tâtons comme toi ici. Je veux dire, vouloir trop d'argent, c'est un problème. C'est un problème. Tu te verrais-tu, toi, avec... mettons, on va dire, t'adores les petites coccinelles, là. Les bébites, là. T'en as 100 000 dans ta maison. Le monde va te trouver fou, là. Si t'as 100 000 ça te donne une fausse liberté. Parce que quand t'en veux plus. Fait qu'à un moment donné, là, tu te ramasses avec des paiements, là, pis t'es menottes de même. Pris au coup. Tu sais pas quoi faire. Faut que tu fasses plus d'argent. Fait que là, ben, tu dis, Colin, on m'offre 100 000 pour être tueur à gage. Moi, tu le devenais. Tu sais, ça a plus de fin, ça, là. Moi, j'étais allé tourner une petite affaire là-bas, un petit documentaire en Afrique, là, au Cameroun, plus exactement. Puis ce qui m'a surpris, là, le partage. Tout le monde partage, tout le temps. Ils ont rien, ça partage. Tu sais. Il leur reste une assiette, partage en 5 s'il y a 5 personnes. Ici, tout le monde a de l'argent, t'es capable de te payer une poitrine de poulet n'importe où, à n'importe quelle rôtisserie, mais t'as de la misère à en payer une à ton chum quand tu y vas. Tu comprends? Ah, moi, la richesse, là, ça se résume pas à avoir 100 000 bidous dans son compte, là. Regarde, ça, c'est riche, mon chum. Ça, c'est une chemise, là. La même chemise, ça fait 10 ans, je l'ai, elle a vécu, elle a vu des affaires, elle a vu tous les plateaux. Je me rappelle, Rémi Girard m'avait tapé à bedaine dans la chemise-là, moi. Ouais, on va reprendre! Je veux savoir, à partir de quand on est pauvre? C'est super subjectif. J'ai l'impression que moi, quand j'étais ado, 5 piastres, puis j'étais riche. Hein? Tandis que là, tu sais, plus on vieillit, on s'achète une maison, on a certains besoins. Là, nos dépenses fixes deviennent beaucoup plus élevées que quand on était ado. Puis moi, je pense que quand on a réussi à payer toutes nos dépenses fixes, là, ce qui reste au-dessus, là, c'est du bonus. C'est comme ça que tu décrirais ça? Toi, comment tu vois ça? Quand est-ce que tu te dis, c'est pas ouais, là, je suis pauvre? Juste après une pub avec McDo, ici. Ouais, ça, c'est pas ce moment-là, mais après qu'il m'a viré au bar, là, je suis pauvre. Non, mais la pauvreté, moi, c'est simplement... C'est un outil, l'argent. Fait que là, quand tu manques d'outils... Ben oui, on veut pas avoir de l'argent, on veut ce que l'argent nous permet de faire. Exactement, puis c'est... Je sais pas c'est quoi la pauvreté, parce que la richesse, c'est pas juste l'argent pour moi, tu sais. Ça, c'est bien important, que ce soit dans les relations, que ce soit dans les activités qu'on fait, mais ça va être la vraie richesse. On va aller la trouver ailleurs. L'argent, c'est juste un outil pour arriver à cette richesse-là. Mais t'as pas d'enfant. Mais j'ai pas d'enfant. Ah. Et là, c'est sûr que quand ça entre en ligne de compte, faut subvenir aux besoins de base de tout le monde. Et après ça, pour moi, c'est ça le seuil de la pauvreté, c'est qu'on réussit pas à subvenir à ces besoins-là. Là, c'est là que la pauvreté... Et c'est là où je voulais en venir. Je me demandais, ici, donc, on est assez d'accord sur le fait que notre fortune, si grosse ou petite soit-elle, on doit la partager un peu avec nos enfants. Mais ce que je comprenais tout à l'heure, c'est que tout le réseau est vraiment plus vaste, là, et tu t'occupes de ta communauté aussi, ce qui est peut-être moins souvent le cas, ou c'est peut-être moins ancré dans nos valeurs ici. Donc, c'est quoi la pauvreté pour toi, si tu as ce partage-là à faire de ce que tu reçois? À partir de quand on est pauvre? Comment tu vois ça? Oui. Moi, je dirais que si je parviens à subvenir à mes besoins de base, c'est-à-dire me nourrir, me loger, me vêtir,
Là, c'est la base, hein, pour dire que quand même, là, je suis riche ou bien j'ai un train de vie qui est acceptable. OK. Mais je dirais aussi que si je suis dénudé de mes relations, là, je suis pauvre. Ah, ça Ouais. fait référence un peu à ce que Steven disait. Toi, Oui. il mettait ça sur un peu ses expériences de vie. Toi, c'est plus au niveau relationnel. Oui, au niveau relationnel, si je suis coupé des autres, que je suis seul, à quoi bon me sert de gagner une grosse fortune et que je me retrouve seul à la fin de ma vie, voyez-vous? Ça, c'est la pauvreté pour Ça, moi. c'est drôle parce qu'on est rapidement rentré dans quelque chose du domaine de l'intangible, du sentiment, du ressenti. Mais si je vous disais que parmi les dernières statistiques, là, en 2015, plus de la moitié de la population, ou aux alentours de la moitié de la population au Québec, faisait moins de 25 000 Pensez-vous qu'avec moins de 25 000 on est riche ou pauvre, ou même si on a bien des amis, ou tout ça, est-ce que c'est possible de subvenir à nos besoins au salaire minimum, puisque c'est débattu justement en ce moment? Ça dépend tellement de ta situation. Ouais. Tu sais, si toi, dans la vie, t'adores être en colocation avec plein de monde, tu voyages, t'as pas vraiment envie d'avoir une grosse voiture, un chalet dans les Laurentides, tout ça, tu peux te sentir riche avec cet argent-là. Tandis que quelqu'un d'autre qui a plein de dettes, je pense que de pas avoir de dettes déjà ici, là, ça, c'est être riche. Je veux dire, concrètement, ça aide l'argent pareil? Oui, concrètement, on a besoin de l'argent. Nous sommes dans un monde qui est capitaliste, puis le système tel qu'il est fait, on a besoin de l'argent pour justement subvenir à nos besoins, pour vivre. Mais aussi, il faut faire la part des choses quand je parle de la communauté. Donc, avant d'aider les autres, il faut que je pense bien aussi à moi-même. D'avance. Tu vois, il faut que je sois assez fort pour subvenir aussi aux besoins des autres. Si je m'oublie, je ne serai pas en mesure de pouvoir subvenir aux besoins des autres. Où tu voyez-vous. considères qu'il y a de l'oubli? Je ne veux pas porter de jugement, mais, Oui. mais tu es super bien habillé. Tu Oui. as un super beau style, tu as des beaux vêtements, tout le kit. Comment la communauté perçoit ça? Est-ce que ça existe, la jalousie, dans cette façon de voir l'argent? La jalousie, je pense qu'elle existe un peu partout aussi, hein. Oui, ça existe de voir que tu progresses, puis si tu fermes la porte aux autres, je dirais que c'est un peu ça, vois-tu. Ouais, c'est ça, je ne m'oublie pas, mais je pense aussi aux autres, hein. Je subviens à mes besoins, j'essaie de faire ce que je peux faire aussi pour les autres parce que je ne me pose pas en sauveur de l'humanité. Et c'est ça qui est grave. Si je me lève et je me dis que je suis là pour sauver tout le monde, je n'ai pas les épaules assez larges pour le faire, hein. OK. Voyez-vous, c'est un peu dans cette perspective que moi, je le conçois. On a perdu le lien avec notre communauté, nous, dans la culture dans laquelle on évolue. Mais là, tranquillement, sur Internet, qui est un outil formidable, des fois, il y a des groupes de partage. J'ai un appartement à Montréal, dans Hochelaga. Il y a un groupe de partage dans Hochelaga Maisonneuve. Et ça roule, là. Il y a beaucoup de gens, des jeunes familles, qui disent « Hey, ça, j'en ai plus besoin. Mes enfants utilisaient ça. J'en ai plus besoin. Je le laisse. » Tout le monde s'échange des trucs comme ça. Et là, on réutilise les choses. Et là, ça, c'est une façon d'obtenir de la valeur, des choses sans avoir déboursé quoi que ce soit. Si tu veux partir un mois en vacances, bien, ta maison, pendant un mois, ton appart, elle peut servir à quelqu'un d'autre. Ça finance ton voyage. Finalement, tu te rends compte que ça te coûte moins cher partir que rester. Tu sais, je veux dire, on s'entend, le voyage, là, je pense que tout le monde... En ce moment, moins, Ouais, mais... c'est ça. Pendant le COVID-19, c'est pas évident. Mais, quoique, en fait, on a redécouvert l'Est du Québec, on a redécouvert notre Québec, puis ça, c'est merveilleux. Mais, dans le fond, c'est un peu ça. Tu sais, on parle d'ambition, puis de réalisation, puis de rêve. C'est comme plate à dire, mais c'est Mais il y a toujours des manières de le faire aussi. Tu sais, je suis allée au Portugal, puis sur la semaine où j'étais, les 10 jours où j'étais là, j'étais dans des condos super luxueux. Ça m'a coûté 15$ par nuit. Tu sais, il y a toujours une manière de le faire avec un site d'échange de points par rapport à... C'est comme un échange de maison, sauf que tu n'es pas obligé d'avoir un échange mutuel. OK. Tu fais juste, tu reçois des gens, tu reçois des points, puis ces points-là, après, tu peux les utiliser ailleurs. OK, tu c'est sais. comme un Airbnb, mais version... Mais pas d'argent, juste des échanges. Ouais. Puis Ça, Julie, parlant de site Internet, tu as un blog aussi? Oui, ben moi, en fait, je me pars des blogs des fois pour me challenger moi-même à écrire régulièrement. J'en ai un de voyage, puis j'en ai un autre qui s'appelle Les Minimums, où j'ai commencé à écrire ça juste pour analyser un peu...
Qu'est-ce qu'on a de trop? On s'entoure d'un paquet d'objets. On se rend compte que le piétage carré de notre maison, il y a peut-être 30 qui sert juste à stocker des objets qu'on ne se sert pas, des trucs de sport qu'on n'a pas utilisés depuis 10 ans. On paye pour ce piétage carré-là, pour des choses qu'on n'utilise pas. C'est un peu... C'est un peu de rebrasser ça, puis c'est ça, de faire des choix pour que moi, si mon trip, c'est de voyager ou de m'acheter un kayak, bien, de tout cet argent-là qui sert à rien, là, je le prends puis je le mets sur mes priorités. Parce que l'argent économisé a la même valeur que l'argent gagné. C'est-à-dire que c'est comme une règle au poker aussi, là. L'argent que l'on économise, c'est ça. Que tu dépenses pas. Exactement, c'est de l'argent qu'on aurait gagné. C'est comme si on avait travaillé pour cet argent-là. Fait que de savoir vraiment la valeur des choses, je trouve que des fois, on est déconnecté, on est moins mindful, on est moins en pleine conscience avec les trucs qu'on fait quand on commence à consommer de manière, justement, là, sans trop y réfléchir. Mais dès qu'on prend conscience de la valeur des choses, on devient automatiquement plus riche. Oui, puis juste les petites dépenses, les fameuses petites dépenses de café à 5 $ à chaque jour, c'est juste 5 $, mais tu sais, calcule au bout de l'année, puis tu l'as ton voyage, puis tu l'as ton Oui, peut-être, ton mais auto. j'en reviens justement aux rêves puis aux ambitions puis le kit. C'est vrai, c'est super intéressant. On peut calculer en plus ou on peut calculer en moins aussi. Il y a tout ce qui sort de notre portefeuille. Mais n'empêche, ne pas avoir un gros revenu, si on veut, ça te limite dans tes choix, finalement. C'est-à-dire que tu peux pas t'acheter un chalet, un bateau de wake, faire du wakeboard, faire du snow dans l'Ouest, t'acheter une PlayStation, jouer à PlayStation, t'acheter des cafés latte à tous les jours, une machine à espresso. Et donc, tu peux pas nécessairement boire des espressos, tu peux pas nécessairement aller dans des restaurants gastronomiques de bouffe locale. Il y a tout ce phénomène-là du choix. Vous vous sentez pas des fois brimé un peu dans vos choix avec cette limite-là? Mais tu parlais de liberté. L'argent apporte de la liberté, mais une autre façon d'avoir de la liberté, c'est justement... D'avoir moins de besoins. Bien, c'est ça, d'avoir moins de besoins, de comprendre la valeur des choses, puis de se dire « Ah, mais j'ai pas besoin de ça. » Donc, ça aussi, ça m'apporte une liberté, tu sais. Mais quand même, il y a un travail à faire là-dessus. Tu sais, au lieu d'aller travailler 1 heure de plus, des fois, à job pour faire 20 $, on devrait travailler 1 heure de plus chez soi, sur nous, à calculer la valeur des choses, puis à comprendre ce qu'on veut vraiment. Ce rêve-là de devenir riche, Oui, d'être riche, est-ce que c'est... Toi, ça t'anime pas pantoute. Toi, ça n'a aucun intérêt. Ben, l'argent, là, le riche, c'est quoi la richesse? C'est quoi la définition de ça? C'est Non, d'avoir de l'argent. mais vraiment riche, là. Ouais. Demain matin, Stephen Lee Potvin canne un film à 1 million, puis même 1 million, c'est même plus tant que ça, mais... Ben, ça fait référence un peu à ce que tu disais tantôt, Julien. Tu sais, dans Into the Wild, le film, là, le gars qui part dans le bois, une histoire vraie, puis il décide de faire une genre de simplicité volontaire extrême. Mais la conclusion de ça, c'est le bonheur est seulement réel quand il est partagé, tu sais. Fait que si je deviens riche demain matin, mais que je me pogne un gros manoir ici à Rimouski qui surplombe la ville, mais que je suis tout seul dans mon manoir, mais je serais pas du tout heureux, tu sais. On salue les personnes qui ont des manoirs à Rimouski. Surplombant la ville. Mais tu sais, il y a ça. Fait que la richesse, ben, ça n'existe pas quand c'est seul. Il faut absolument que ça vienne avec quelque chose d'autre. Fait que oui, c'est sûr que c'est un facilitateur, c'est un outil. Fait que si j'ai plein d'argent demain matin, je vais être heureux, mais probablement parce que je vais être passé par d'autres étapes qui vont me permettre de comprendre la valeur de cet argent-là, puis de l'utiliser à bon escient avec des gens, puis de partager. T'sais. Puis être riche, c'est fondamental chez l'être humain, il me semble. C'est quelque chose qu'on veut, non? L'homme est un éternel insatisfait, on le sait. Okay. On veut toujours plus accumuler. Mais à quelle fin, finalement? Et puis, historiquement aussi, j'ai l'impression que le Québec n'est pas une société extrêmement riche. Tu sais, on n'a pas des grandes richesses. On n'est pas dans... Tu sais, il y a quelques générations avant, ils étaient 12 autour d'une table en train de manger les 2 patates qui leur restaient, tu sais. Et qu'on a peut-être aussi eu le réflexe d'accumuler, de garder. Tu sais, ça vient peut-être aussi d'un traumatisme de société, d'en avoir manqué, finalement, de l'argent, là. Pensez-vous qu'on a encore le contrôle là-dessus, sur le système capitaliste actuel? Est-ce qu'on est littéralement, là, on suit le cortège et on fait avec? Ou en tant que peuple, on a encore une emprise là-dessus? Vous savez, je dis toujours que le monde est aujourd'hui un petit village interconnecté. On ne peut pas vivre
sans les autres, se couper de soi-même et être tout simplement individualiste. La France ou bien même le Canada, ils ont besoin de certains pays d'Afrique, que ce soit pour les matières premières, je sais pas, du sous-sol, que ce soit pour l'électricité. Ils ont besoin des autres pays pour pouvoir vivre. Parce que parce que là, tu fais référence à un truc qu'on a tous lu ou entendu parler d'effectivement certains pays qui font des investissements majeurs qui sont très questionnables en Afrique parce qu'on a une espèce d'impression de colonialisme ou de pillage de ressources. Ou, est-ce que tu as l'impression que c'est vraiment comme ça ou c'est quoi ta vision par rapport à ça? Dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, la Chine, littéralement, vient dans certains pays africains implanter des usines, chercher du minerai, et puis va distribuer par-ci par-là une école ou va faire comme... C'est pas équitable. OK. C'est vraiment pas équitable. On parle de la Chine, mais il ne faut pas oublier ici l'Amérique du Nord. Ouais. Oui, les grandes firmes multinationales nord-américaines puis européennes qui exploitent à outrance l'Afrique, il ne faut pas oublier. Puis exploiter ça pour construire un petit tronçon d'un kilomètre, de 30 kilomètres, c'est vraiment inéquitable. Parce que dans certaines mines, par exemple au Congo, on a des enfants d'âge moins de 12 ans qui travaillent puis, dans des conditions qui ne sont pas bonnes et la mine peut s'affaisser et que les personnes meurent dedans. Vous comprenez? Juste pour nourrir ce capitalisme-là. Ça fait comme pas de sens. Si aujourd'hui les frontières sont fermées, on dit qu'on va fermer les robinets au Congo, que le Congo, ou bien même les autres pays d'Afrique en général, on ferme les barrières, puis qui n'est pas comme ces pays qui vont chercher. Je pense que le monde capitaliste entrerait dans un gros déficit. Là. OK. Oui. Donc, pour toi, ce que tu dis, c'est que les ressources naturelles et l'Afrique ça alimente la richesse. Oui, mais c'est peut-être mal distribué et non équitable, finalement. C'est pas équitable, à mon avis. Carrément pas équitable, Pas du tout. Pas du tout. Il y a encore de l'exploitation. En tout cas, je suis content qu'on ait réglé le sort du monde aujourd'hui. On en est tous plus riches. Santé, santé. Est-ce que tu as ce rêve-là de t'acheter plein de choses? Bon, je me suis toujours dit que l'argent, c'était relatif. Là. Ça nous permet d'avoir une monnaie d'échange. Tu savais qu'à une certaine époque, il y a eu le troc. Fait que, tu sais, pour faire réparer un char, il aurait fallu que tu fasses quelque chose en échange. Ouais, là, on s'en sort pas. Hein? On est tout le temps en train de faire quelque chose pour avoir quelque chose, pour faire quelque chose pour avoir quelque chose. Puis au moins, l'utilité, c'est que la monnaie, elle a vraiment une valeur qui est toujours stable. Il y a eu des époques où que, c'était pas tout le temps le cas. Là. Il y a eu une époque en Chine où que les gens, leur monnaie, c'était des couteaux. C'est dur à savoir quel couteau vaut plus cher qu'un autre. C'est le premier roi, en fait, il venait de Lydie, le premier à avoir décidé de mettre son effigie de lui-même sur une pièce de monnaie. Ça lui montrait en même temps que l'argent allait rester dans son royaume. Ça s'est déroulé en moins 610 avant Jésus-Christ. Avoue que te faire une monnaie, tu ferais la même chose. Ta face d'un bord, une tête de lion de l'autre. Oh. Mais en même temps, il trouve pas que c'est quelque chose de narcissique. Ah oui, savoir quelque peu. Savoir qu'il y a plein de monde qui partagent ta face pour démontrer à quel point ils ont travaillé fort pour obtenir un bien. Ouais, collectionner ma face, ça serait bizarre. Mais tu sais, on fait pas 4 30 sous avec une pièce. Des 30 sous. Tu connais le 30 sous? Ben oui, un 30 sous. Aujourd'hui, quand on a plein de 30 sous, on est presque riche. Exactement. Parce que c'est la petite monnaie qui nous permet... finalement, d'avoir un... D'acheter des gratteux? Un gratteux. Et de devenir millionnaire. Ah, vu de même! Voilà.